Via 90.5 FM vous présente une émission spéciale d'information. Les élections fédérales sont dans une semaine. Et ce soir, les candidats des formations politiques représentés à la Chambre des communes débattent de sujets qui vous touchent. Un dernier débat avant de faire votre choix. En collaboration avec le Courrier Sud, Via 90.5 présente Élections fédérales 2021, le débat. Et voici le modérateur de cette soirée, le journaliste Jocelyn Ouellette. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat mettant aux prises des candidats dans Bécancour-Nicolet-Sorel pour l'élection générale du 20 septembre. Je suis en compagnie de Marie-Ève Veillette, rédactrice en chef au journal Le Courrier Sud. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir, Jocelyn. Marie-Ève qui posera des questions aux candidats des 5 formations politiques représentées à la Chambre des communes que nous accueillons aujourd'hui dans nos studios. Par ordre alphabétique, Yannick Caisse du Parti conservateur du Canada. Bonsoir, M. Caisse. Bonsoir. Catherine Gauvin du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir, Mme Gauvin. Bonsoir. Louis Plamondon du Bloc québécois. Bonsoir, M. Plamondon. Bonsoir. Nathalie Rochefort du Parti libéral du Canada. Bonsoir, Mme Rochefort. Bonsoir. Et David Turcotte du Parti vert du Canada. Bonsoir, M. Turcotte. Oui. Chacun des candidats aura d'abord droit à une déclaration d'ouverture d'1 minute. Par la suite, le débat sera divisé en 5 thèmes. Gestion de la pandémie et finances publiques, agriculture, protection de l'environnement, économie et développement régional et le rôle du gouvernement fédéral. Pour chacun des thèmes, les candidats se verront poser une première question pour laquelle ils auront 45 secondes pour répondre. Puis ma collègue Marie-Ève posera une sous-question qui initiera un débat de 5 minutes, suivi d'un second débat de 5 minutes. Une fois que nous aurons abordé les 5 thèmes, chaque candidat aura 1 minute pour sa déclaration de fermeture. Avant l'émission, un tirage au sort a déterminé le positionnement des candidats sur la scène et l'ordre de passage pour chacun des segments de l'émission. Chaque candidat aura la possibilité de répondre en premier au même nombre de questions et d'initier le même nombre de segments de débat. L'ordre de passage pour des déclarations d'ouverture et de fermeture est déterminé par ce même tirage au sort. Afin que le débat soit le plus enrichissant pour nos auditeurs, nous vous demandons, chers candidats, de respecter le temps de parole qui vous est accordé afin de permettre à tous les candidats de s'exprimer. Alors, c'est parti. En vertu du tirage au sort, M. Plamondon sera le premier à faire sa déclaration d'ouverture. M. Plamondon, pourquoi avez-vous décidé de vous représenter pour ces élections générales? Vous avez 1 minute à partir de maintenant. Avec l'expérience acquise au cours des dernières années comme député et toujours motivé par ce travail, je crois être la personne la mieux préparée pour mieux servir le comté de Bécancour-Nicolet-Sorel. De plus, j'ai établi au cours des dernières années de nombreux contacts dans toute la sphère de la fonction publique fédérale qui me permettent de répondre avec efficacité à vos demandes et vos attentes. Également, j'ai bâti de belles relations avec tous les organismes qui se dévouent au mieux-être culturel, sportif, économique et social dans notre comté. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble à compter du 20 septembre prochain. L'élection de plusieurs députés du Bloc a permis d'obtenir de nombreux gains pour le Québec, que ce soit en agriculture, en soutien aux aînés, à la petite et moyenne entreprise, en environnement et en économie. Je m'engage donc à porter les attentes du comté et du Québec à Ottawa et à continuer de vous servir avec autant de dévouement, de présence et d'attention. Merci. Bon débat à tous. Merci, M. Plamondon. Mme Rochefort, c'est à votre tour. Pourquoi avez-vous décidé de vous représenter pour cette élection? Le goût de servir les citoyens d'abord avant tout, le goût de porter leur parole à Ottawa, influencer le débat public et surtout influencer les projets de loi et règlements qui nous concernent tous. Je m'inscris clairement dans une vision du 3e millénaire, dans une politique, une action politique engagée avec et pour les citoyens, mais avec les citoyens corporatifs aussi. Je m'inscris aussi dans la lignée de Louis Plamondon, dans la mesure où Louis a été un député actif sur le terrain depuis 37 ans. Ça mérite vraiment qu'on puisse lui permettre d'écrire ses mémoires et qu'on puisse en profiter toute la gang, donc tous les citoyens. Donc, je m'inscris dans une cellule, dans une idée d'innovation. On est dû pour passer au 3e millénaire dans Bécancour-Nicolet-Sorel. Dans une action politique ancrée dans la réalité, dans le pragmatisme et dans l'efficacité avec les citoyens, incluant nos élus municipaux et provinciaux. Merci, Mme Rochefort. C'est maintenant à M. David Turcotte. Donc, pourquoi avez-vous choisi de vous représenter pour cette élection? Vous avez 1 minute. Oui, bonjour. Mon nom est David Turcotte. Je suis du Parti vert du Canada, comme monsieur vient de le dire. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise devant un public, mais
moi, je passe par-dessus moi pour participer à un débat. Je vous ramène quelques semaines en arrière. L'été qu'on a connu a été infernal, des semaines et des semaines de canicule, des records de température battus au Québec, battus en Alberta, battus précisément aussi en Colombie-Britannique, des températures qui atteignaient 50 degrés avec l'humidex. L'élection qu'on a, là, c'est le moment là, de voter pour des vraies politiques là, vertes, des vraies politiques pour l'environnement. Notre nord canadien se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. C'est maintenant qu'on doit mettre des mesures en place. Là. On n'a pas 50 ans, on a peut-être 5, peut-être 10 ans pour le faire. Il faut donner un coup de barre. Merci, M. Turcotte. On poursuit avec M. Kess. M. Yannick Kess. Donc, pourquoi avez-vous choisi de vous présenter, en fait, pour cette élection? Merci de l'invitation. Moi, c'est ma première élection et puis j'ai décidé de me lancer pour représenter les gens. J'ai accumulé un bagage de connaissances au fil des ans avec mon travail. Et puis, j'ai travaillé dans l'immeuble, je travaille toujours dans l'immeuble. Puis mon but a toujours été de satisfaire les familles en travaillant auprès d'eux, à trouver les propriétés et tout. Et aujourd'hui, je me présente en espérant être député et le représentant de tous, avec les valeurs telles que l'honnêteté, la disponibilité. À l'intérieur du gouvernement, qu'on puisse sortir un jour de la pandémie et de relancer notre économie, être à l'avant-scène aussi à travers le G7, le G20, comme retrouver le pays, la splendeur qu'on était, le Canada. Merci. Merci, M. Kess. Et on termine avec Mme Catherine Gauvin. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Mme Gauvin. Merci de m'avoir invitée. Je suis militante pour le NPD depuis de nombreuses années. J'ai été présidente du comité environnement pendant très longtemps. Et il y avait une opportunité pour pouvoir être candidate dans cette merveilleuse région et je me suis portée volontaire. Pour moi, c'est une chance de parler d'une plateforme progressive qui est là pour aider la crise du logement, être capable d'amener un peu d'équité générationnelle, d'amener aussi une parole différente peut-être des deux partis qui sont là depuis toujours, le conservateur et les libéraux, donc pour faire changement. C'est important d'avoir des voix progressives, féminines. C'est important d'inspirer les jeunes à s'impliquer. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait quelqu'un de la région qui se présente la prochaine fois et qu'il y ait tout plein de bénévoles et de membres. Je vous invite à vous impliquer. Mais en attendant, crise climatique, c'est ma priorité. La crise du logement, l'équité entre les générations. Merci, Mme Gauvin. Passons maintenant au premier thème de ce débat, la gestion de la pandémie et les finances publiques. Première question, que pensez-vous des mesures mises en place pour gérer la pandémie de COVID-19, telles la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, et la PCRE, la Prestation canadienne de la relance économique? Et est-il temps, selon vous, d'y mettre fin? La question s'adresse dans un premier temps à Mme Nathalie Rochefort. Vous avez 45 secondes à partir de maintenant. Dans un premier temps, il faut se rappeler qu'on a agi tous dans l'urgence. Peu importe le gouvernement, où est-ce qu'on est sur notre planète, que ce soit aussi nos élus municipaux, il y avait urgence, il fallait fermer l'économie pendant quelques jours, quelques semaines, ou au moins ralentir la pandémie. Dans un premier temps, ça a été aussi de s'assurer que les humains avaient quoi pour se nourrir, avaient de l'argent nécessaire pour payer leur loyer. Donc, sécuriser ce qu'on pouvait sécuriser. Ensuite, la mise en place de la PCRE, donc qui a permis aux entreprises, elles aussi à leur tour, de survivre, est une excellente mesure, puisque plusieurs restaurateurs ont réussi à passer à travers la pandémie avec cette mesure. Plusieurs petites usines aussi, des PME ont réussi à passer à travers, et sans oublier aussi la subvention pour les loyers commerciaux. Merci. Monsieur Turcotte, à votre tour. C'est sûr que je vais dire comme Mme Rochefort, effectivement, une urgence nécessitait des mesures d'urgence. Mais je pense que maintenant, il est temps là, de lever tranquillement là, les programmes de PCRE, PCU et Prestation canadienne pour PCRE, Prestation canadienne pour étudiants. J'oublie le nom. Peut-être que je vais m'en rappeler plus tard. Je pense que c'est maintenant le temps là, pour le Canada de se doter d'une vraie politique là, de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi là, le Parti vert, une mesure dans laquelle je crois beaucoup, là, c'est le revenu minimum garanti. On ne peut plus laisser autant de Canadiens dans la pauvreté, avoir de la misère à nourrir leurs enfants, à les laisser dans un état
Ouais. Merci. C'est maintenant au tour de M. Yannick Caisse. M. Caisse. Au départ de la pandémie, on a eu des alertes. Et puis, on était un petit peu trop lent à fermer les frontières. La pandémie s'est propagée assez rapidement. Les mesures qui ont été prises, il fallait les prendre. Mais à un moment donné, il faut sortir de la PCRE. La PCRE, comme M. Turcotte disait, c'était, oui, pour la relance économique, mais par contre, ça l'a peut-être, aujourd'hui, il serait temps qu'on passe à d'autres choses. Il y a beaucoup d'entreprises présentement qui sont en manque d'employés. C'est le critère présentement qui est le problème majeur pour les entrepreneurs. On manque d'employés un peu partout, puis c'est vraiment un inconvénient. Il faut prendre des mesures supplémentaires autres. Merci. C'est au tour maintenant de Mme Catherine Gauvin. À vous, vous avez 45 secondes. Concernant la gestion de la pandémie, je trouve qu'au niveau logistique, ça a été quand même bien. Une chance que le NPD était là parce que sinon, la PCU au début aurait été de 1 200 $. Effectivement, pour les étudiants, il y a eu un certain laxisme au niveau de la validité là, pour vérifier qu'il y en avait déjà eu des emplois d'été. C'était peut-être pas assez serré là, au niveau des critères, mais ça a quand même aidé. Ça a fait ce que ça va faire. Il y a des gens qui ont évité de se ramasser à la rue avec des dettes incroyables. Dans ce contexte-là, je crois que ça a bien été. Par contre, au niveau des CHSLD, on peut pas dire que les soins de longue durée à travers le Canada étaient prêts à recevoir une vague avec une pandémie, même si ça avait été mentionné par des scientifiques comme étant la prochaine grande affaire à arriver. Merci. Et on termine ce tour de table avec M. Louis Plamondon. Bien, je pense qu'il fallait intervenir, effectivement, lorsqu'est arrivée la pandémie, mais on aurait dû ajuster le programme en chemin. Personne n'avait de solution magique, aucun des partis. Alors, on a ensemble décidé d'y aller. On était tous d'accord pour intervenir. Maintenant, en chemin, on aurait dû ajuster le programme. Au niveau des frontières, on a retardé. Ça, je suis complètement d'accord avec M. Caisse. On a retardé de fermer à Montréal et ça a eu des conséquences néfastes. C'est même la Ville de Montréal qui allait donner des dépliants aux gens qui arrivaient pour leur dire de faire 40 jours d'isolation. La PCU et la PCRE auraient dû être mieux ciblées. Il en fallait, par exemple, dans le domaine culturel. Merci, M. Plamondon. On passe maintenant à notre première période de débat de 5 minutes avec cette question de Marie-Ève. Marie-Ève? Oui, merci. Les sommes colossales versées par le gouvernement pour faire face à la pandémie et soutenir la population ont laissé des déficits tout aussi colossaux. Êtes-vous inquiet face à l'état de nos finances publiques? La parole à M. Oui, merci. Au départ, on sait, comme je disais tantôt, c'était très important de soutenir les personnes, les entreprises, mais les montants qui ont été attribués ont été mal ciblés. Dans le sens qu'il y a peut-être des entreprises qui n'avaient plus besoin que d'autres. Il y a des entreprises qui ont fait beaucoup d'argent et même peut-être au-delà de leurs espérances. Mais par contre, c'est ça. Il y a des gens qui avaient besoin plus d'aide que d'autres. Et puis, il y a des entreprises, je ne sais pas comment c'était appliqué. On va peut-être savoir avec les années à venir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ouais. Qui voudrait réagir? Moi, j'aimerais réagir. Effectivement, la PCRE, mais ça nous a fait découvrir qu'un autre problème, en fait, là. Le 2000 $, c'était, pour une grande part de la population, plus payant que d'aller travailler. En fait, le problème, c'est les salaires, là. C'est pas normal que dans un pays comme ça, où on a de la misère à se loger à prix abordable, que le salaire moyen, le salaire minimum soit de 13,50 $. 13,50 $, c'est à peine pour payer les dépenses, là. Tu peux pas avoir d'imprévu avec ça, là. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les salaires minimaux, là. Minimaux. Merci, M. Turcotte. Mme Rochefort? Donc, je voudrais juste rectifier le tir avec ce que M. Caisse a dit. Dans un premier temps, la fameuse SSUC, oui, payait 75 % des salaires, mais on devait avoir perdu quand même de façon drastique des revenus. Et on doit le prouver à chaque mois, encore maintenant, 1 an et demi plus tard, pratiquement. On doit prouver de combien on a de pertes d'argent pour chacune des entreprises. C'est important à savoir parce que
Une entreprise de production alimentaire qui a vu ses bénéfices doubler reçoit pas de la SSUC normalement. Le dépanneur qui a vu ses bénéfices augmenter non plus. Ceux qui vont voir sa prestation augmenter, c'est l'usine qui a de la difficulté, qui a vu ses commandes chuter avec le temps, pas nécessairement du jour au lendemain, mais 2-3 mois plus tard, et c'est ajustable mensuellement. Monsieur Plamondon. Au niveau de ce programme dont parle Mme Rochefort, c'était d'ailleurs dans les premiers débats une des propositions du Bloc à la table. Au début, le gouvernement parlait de 10 % et nous avons cité un document du Danemark qui disait que c'était 75 %. Et la semaine suivante, le ministre au comité interparti a dit on va y aller dans le même sens. Donc oui, c'était très bien ciblé et c'était par rapport à une diminution de 30 % des revenus de mars en mars, là, du mars de l'année d'avant à mars de l'année après. Donc, ce programme-là a très bien marché et était nécessaire parce qu'il maintenait des emplois. Au niveau du programme pour étudiants, c'était l'inverse. C'est que on poussait les étudiants à ne pas travailler. Par exemple, ici, le grand métro à Saint-Grégoire avait une vingtaine d'étudiants qui travaillaient l'été et l'hiver et l'été, ils travaillaient à temps plein. Et cette année, ils ne voulaient travailler que 15 heures pour avoir 960 $, pas plus que 1000 pour avoir le 1200 du gouvernement. J'aimerais laisser un peu de parole à Mme Gauvin. Je vous en prie. Merci. Sur le sujet, je trouve aussi que ça a été difficile de recruter des étudiants. Là, je suis présidente dans une petite coopérative, puis on a eu de la difficulté, mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont en région qui avaient peut-être pas accès à leurs emplois réguliers. On ne savait pas non plus quel type d'été on aurait. Donc, dans ce contexte-là, il y en a vraiment beaucoup qui ont besoin de ce travail-là pour pouvoir mettre des sous de côté pour le reste de l'année. Mais bon. Par contre, je trouve que ça a vraiment montré aussi là, l'espèce de différence entre les villes, les campagnes, au niveau là, de l'accès à l'Internet, la capacité de la téléphonie. Il y a vraiment des gens là, qui avaient de la misère à faire leurs cours en ligne. Il y a des gens qui se sont ramassés à être obligés de faire du télétravail avec pas d'accès. C'était vraiment... on a vu là, une certaine injustice là, au niveau là, de l'accès aux télécommunications qui peut vraiment influencer. Mme Rochefort demande la parole. Oui. Juste merci, Louis, d'avoir rappelé la contribution du Bloc, justement, concernant la subvention salariale d'urgence. C'est un bel exemple de comment le gouvernement libéral gouverne, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute, on collabore avec les partis d'opposition dans le but d'améliorer nos programmes. On n'a pas le sentiment d'avoir le monopole de la raison, comme certains. M. Kies ou M. Plamondon? Ben oui, si vous voulez, j'allais dire que certains secteurs qui avaient été mieux ciblés par la PCU, la PCRE, lorsque j'ai terminé tout à l'heure, je voulais citer, par exemple, au niveau aéronautique, il fallait penser à eux plus précisément, puisqu'il n'y avait aucun transport aérien qui se faisait. Alors, ces gens-là étaient vraiment plus mal pris que d'autres secteurs. La même chose aussi pour le milieu culturel. Il reste 10 secondes. Bon. Bien, merci à tous. Marie-Ève, donc, une deuxième question pour relancer une deuxième période de débat. Tout à fait. Donc, comment entrevoyez-vous la relance économique post-pandémie et que proposez-vous pour aider la région à rebondir? Donc, la parole à Mme Gauvin. Bien, je pense que la relance, elle peut se faire en mode vert avec une relance où est-ce qu'on coupe les subventions aux pétrolières, là, qui étaient de 10,7 milliards là, depuis que les libéraux sont là, et qu'on investit ça dans une version plus verte pour aider les entreprises, avec la banque aussi pour la Banque canadienne pour l'investissement vert, ça pourrait aider beaucoup aussi à être capable d'aider les entreprises à aller investir, à améliorer leurs pratiques, essayer d'être plus verts, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Aussi, je crois que il va y avoir une vraie volonté là, de brancher les familles à travers le Canada là, pour amener de l'équité, puis essayer de réduire aussi les frais de télécommunication qui sont vraiment les plus élevés là, dans l'OCDE, ce qui a un impact aussi. On a aussi... On pourrait y revenir, Mme Gauvin. Monsieur Ducasse, non, pas Monsieur Turcotte? Je peux y aller. Moi, je peux parler d'un sujet qui me touche beaucoup. Mes deux fils sont autistes. Moi, je pense là, que la pénurie de main-d'œuvre nous offre l'occasion, en tant que Canadiens, de faire preuve là, d'ouverture envers les personnes vivant avec un handicap, que ce soit là, un trouble du spectre de l'autisme, ou que ce soit des déficiences physiques, par exemple, ou même des déficiences intellectuelles. Là.
la pénurie de main-d'œuvre nous offre, là, c'est ça, là, l'occasion là, de tendre la main, de leur offrir des revenus décents, de leur offrir de faire partie là, de les considérer comme des humains à part entière. Exactement, là. Exact. De leur offrir l'occasion de participer économiquement à l'essor du pays. Là. C'est pas normal là, que chez les personnes autistes, par exemple, là, il y a 80 là, de taux de chômage ou de taux là, qui n'occupent pas un emploi. Là. Seulement 20 occupent un emploi, mais il y en a beaucoup là-dedans qui peuvent en occuper un emploi. Là. Oui, bien, ça va être, je pense, le problème de la relance, ça ne sera pas tellement les investissements, ni les budgets gouvernementaux, mais ça va être la recherche d'employés. Hein, quelqu'un disait, maintenant, ce n'est pas d'investissement qu'on a besoin, c'est d'employés qu'on a besoin. C'est tous les secteurs cherchent de la main-d'œuvre, et là, il va falloir faire preuve d'imagination. Je pense que, par exemple, aux personnes aînées qui ont 65 ans et plus, ils ont le droit, depuis quelques années, de travailler jusqu'à 5 000 $ sans que ça touche à leur supplément de revenus garantis. Peut-être qu'on peut monter cette barrière-là jusqu'à 15 000 $, 10 000 ou 15 000 $ pour amener beaucoup de gens sur le marché du travail sans que ces personnes soient pénalisées par les économies qu'elles ont faites dans leur vie ou par les FER ou les REER qu'ils reçoivent présentement. Ça ne changerait pas leur supplément. Alors ça serait peut-être une chose, et surtout par l'immigration, bien sûr, en déplaçant les immigrants de Montréal vers les régions. Et là-dessus, j'agis concrètement. Parce que j'ai pas attendu qu'on ait une campagne électorale ou une pandémie. Depuis 2019, j'ai le plaisir d'être DG d'une chambre de commerce, mais depuis 2014, je suis présidente d'une fondation que j'ai mis au monde où on accueille 1000 immigrants par année. Je suis fière de mes résultats parce que suite à mes diverses implications, on a accueilli des immigrants dans la région. Même le 25 août, Louis était à une activité qu'on a fait à Odanak. On avait une dizaine d'immigrants qui sont venus nous voir et qui se sont intéressés à notre région. Et grâce à l'accueil des humains qui se sont occupés d'eux, qui ont été gentils, qui leur ont posé des questions, ils sont intéressés, ils ont envoyé leur CV en disant « Envoie mon CV n'importe où, ça m'intéresse de déménager chez vous, dans votre région. » Monsieur Caisse, vous voulez profiter du droit de parole? Nous, on regarde pour remettre 1 million de personnes à l'emploi. Et il faut regarder les incitatifs et voir auprès des entreprises c'est quoi vraiment le besoin. Il y a la formation qui est importante. C'est la façon de regarder d'un océan à l'autre. Qu'est-ce qui peut... Les besoins d'ici, c'est peut-être pas les mêmes. Ici, M. Plamondon parlait d'immigration aussi. Au Québec, le problème, c'est qu'on pour avoir notre statut d'immigrant, ça peut prendre 3 ans avant de l'avoir. Tandis que dans le reste du Canada, c'est 6 mois. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, des gens qualifiés, puis ces gens-là quittent la province pour aller s'établir dans d'autres provinces parce que c'est trop long. Il faut éliminer la bureaucratie. Bon, je vois que vous n'avez pas tout à fait vos devoirs, là, mais bon, il y a moyen d'accélérer les processus. Les gens qui rentrent au Canada avec une résidence permanente ont un droit plein et entier de travailler. Le problème, c'est qu'ils s'installent souvent dans les régions centres, comme Montréal ou Québec. Et nous, notre job, c'est de les attirer pour qu'ils viennent s'installer parmi nous si on veut vraiment contribuer à notre développement économique. Merci à vous 5. On passe maintenant au second thème de la soirée, l'agriculture. Voici la première question. La pandémie a mis en lumière l'importance de l'autonomie alimentaire et a démontré que le Canada était encore loin de l'atteindre. Le secteur agroalimentaire a besoin d'être soutenu. Que comptez-vous faire pour appuyer son développement, particulièrement dans la région? La question s'adresse dans un premier temps à M. Caisse. Vous avez 45 secondes. Pour l'agriculture, on a parlé tantôt, c'est un manque de personnel. Aussi, pour nous autres, c'est important de régler la question de gestion de l'offre. Les agriculteurs ont perdu 18 de leur marché. Et puis, dans les 100 premiers jours d'un mandat, on va regarder pour établir quelque chose qui pourrait convenir aux agriculteurs, aux producteurs, parce qu'avec l'accord européen, on a perdu, avec l'accord américain, avec le Mexique, on a perdu. Fait qu'à un moment donné, il faut compenser les agriculteurs. Puis la main-d'œuvre, les gens, c'est un problème. Et pour la relève aussi, c'est un sérieux problème pour les agriculteurs, tout en favorisant aussi l'implantation de petites fermes et de serres. Merci. Madame Gauvin, à votre tour. Oui, le NPD veut encourager vraiment l'économie sociale et les coopératives. On sait aussi qu'au niveau des agriculteurs, la partie locale est intéressante. C'est sûr qu'au niveau aussi des grandes fermes, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il y avait un investissement de 79 millions qui était promis par le NPD pour
faciliter l'arrivée des travailleurs immigrants. Puis il y avait aussi une entente qui pouvait être faite avec les provinces. C'est sûr que la création de serres aussi est vraiment quelque chose qui était favorisé. La gestion de l'offre, c'est vraiment quelque chose qui est une priorité pour le NPD. Puis il y avait aussi un engagement au niveau de la question de si jamais il y a une autre entente internationale à signer, bien, il était pour aller valider avec les provinces avant de faire la signature, pour pas qu'on perde plus. Merci. Autour de M. Plamondon. Eh bien, la gestion de l'offre, j'avais déposé un projet de loi qui a été voté en deuxième lecture, qui a été voté en comité, qui a été rendu en troisième lecture et qui aura été voté avant la fin du mois de juin, eût été le déclenchement des élections. Au plus tard, au début d'octobre, on aurait pu le mettre en application pour empêcher que dans d'autres négociations internationales, on puisse toucher, faire des brèches dans la gestion de l'offre. Lorsque j'ai fait mon premier discours là-dessus, la première heure de débat, les conservateurs, par le biais de M. Luc Berthold, se sont prononcés contre la gestion de l'offre pendant les 3 discours qu'ils ont eus dans cette heure-là, de même que dans la deuxième heure. Lorsqu'est arrivé le vote, ils ont changé d'idée lorsqu'ils ont vu que les libéraux voteraient pour. Donc, il y a 83 conservateurs qui ont voté contre sur les 120. Alors, il va falloir ajuster le programme. En fait, Louis a tout à fait raison. Le projet C-216 que Louis a déposé est un pas dans la bonne direction qui a fait l'unanimité chez les gens qui sont progressistes à la Chambre des communes. Seulement, les conservateurs ont décidé d'appauvrir nos agriculteurs. Nous, ce qu'on propose au Québec, et particulièrement dans les régions, c'est de réinvestir pour soutenir l'innovation, surtout en matière d'agri-environnement. On se propose aussi de donner un coup de main la FRAC, Fédération de la relève agricole du Québec, donc parce qu'on a besoin d'investir dans nos relèves. On a plusieurs agriculteurs qui sont vieillissants et qui aimeraient céder leur ferme, et on a des programmes d'accompagnement et surtout pour payer une partie des coûts et diminuer les intérêts. Merci. Monsieur Turcotte? Oui, je vous remercie. L'urgence climatique nous impose de revoir nos pratiques agricoles. Avec les vagues de chaleur et les sécheresses de plus en plus fréquentes, la sécurité alimentaire doit être une priorité du prochain gouvernement. C'est pourquoi nous, là, au Parti vert, on pense que cette sécurité passe avant tout par la conservation de la qualité des sols. L'usage excessif de pesticides, par contre, affaiblit nos terres et en plus de nuire à la santé des Canadiens. C'est pourquoi le Parti vert propose d'interdire les pesticides les plus nocifs pour la santé et l'environnement. Alors que le glyphosate est déjà interdit dans plusieurs parties du monde, le gouvernement Trudeau propose d'augmenter son usage, en fait, ce qui est totalement irresponsable. Là. Donc, on veut soutenir l'agriculture bio également. Là. Merci. On passe maintenant au débat de 5 minutes. Marie-Ève? Oui, la parole sera à M. Plamondon. Donc, le nombre d'exploitations agricoles est en chute libre. Les petites fermes disparaissent pour faire face à de grands producteurs qui s'éloignent de plus en plus des consommateurs, qui pourtant réclament des produits locaux. Quel rôle le fédéral peut-il jouer pour soutenir une agriculture de proximité? Mais au niveau des productions locales ici, il y a quand même, si vous regardez le marché Godefroy, le nombre de producteurs qui viennent et qui augmente d'année en année en termes de culture biologique ou de culture qu'on ne connaissait pas dans le coin et maintenant qui est très répandue. Alors ça, au niveau de la culture maraîchère, il y a continuellement une amélioration. Au niveau, effectivement, des grandes cultures, ces grands producteurs-là qui s'unissent ou bien donc qui abandonnent et que les terres sont vendues, malheureusement, souvent, c'est que la famille ne peut pas prendre la relève. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait augmenter le gain de capital de plus que 1 million pour pouvoir faire le transfert à n'importe qui, y compris de la famille, si on maintient la vocation de la ferme. Ça, c'est demandé par l'UPA. Bien sûr, il y a une main-d'œuvre qualifiée qu'il va falloir, bien sûr, améliorer, on l'a dit, surtout par l'immigration. Mais aussi... Monsieur Plamondon, je vais laisser la parole peut-être à M. Turcotte. Oui, c'est gentil, merci. Nous, ce qu'on propose au niveau du Parti vert, là, M. Plamondon l'a évoqué, là, le marché Godefroy, c'est un excellent exemple. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est de rendre les pratiques agricoles entièrement biologiques d'ici l'année 2035. Je sais que c'est un peu à côté de la traque, là, mais nous, afin de limiter les impacts du réchauffement climatique, le rapport du GIEC appelle à une transformation de nos pratiques agricoles, justement, là,
totalement une transition vers l'agriculture biologique. Et nous, c'est ce qu'on propose là, c'est ce qu'on prône au niveau du Parti vert, qui est le seul parti là, vraiment qui se colle sur les recommandations du GIEC. Là. Monsieur Caisse? La culture de la production de proximité est importante. Si on regarde qu'est-ce qui circule dans les épiceries, bien souvent, on a des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Puis, je suis d'accord avec M. Turcotte. Là. Moi aussi, j'ai mon petit côté vert. Mais au Québec, on s'est lancé dans des productions de serre en récupérant de la chaleur des entreprises. C'est des choses... On n'est pas spécialiste, personne ici là-dedans, mais on sait qu'au Québec, on est capable de faire de très bonnes productions de serre dans plusieurs aliments. Et puis, c'est ça, il faut axer. Et puis, c'est surtout pour notre indépendance alimentaire et ne plus confier notre alimentation aux pays étrangers. Présentement, si les terres continuent, on en voit qu'ils sont vendus aux familles, mais c'est difficile. Puis souvent, ceux qui arrivent avec le gros magot, ça peut être des Asiatiques. Et tantôt, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si nos céréales sont parties pour la Chine? C'est important d'y penser tout de suite puis de favoriser l'achat par les familles. Madame Gauvin? Je pense que l'étalement urbain aussi, qui est un enjeu en agriculture, parce que de plus en plus, il y a une pression là, de la ville qui déborde au niveau des banlieues. Et les banlieues, on est rendu dans le 3e cercle. Faut réussir à préserver là, les boisés, l'espace agricole, valoriser le transfert des fermes d'une famille à l'autre. C'est sûr que avec un mode coopératif, là, ça peut vraiment aider. Là, il peut y avoir des investissements avec des subventions du gouvernement, avec des prêts à zéro, où il y a plein de solutions qui peuvent permettre à des jeunes agriculteurs de pouvoir reprendre la relève. Il y a beaucoup de collaboration aussi maintenant entre les villes et l'agriculteur au niveau maraîcher. C'est vraiment ce genre d'initiative là, que le fédéral peut encourager là, à travers des projets. Madame Rochefort? Dans la vraie vie, depuis 2 ans, j'ai vu 2 entreprises, 2 petites fermes fermer leurs portes faute de relève. Faute de relève parce que, comme le disait un agriculteur, il fait partie du club des millionnaires pauvres. C'est-à-dire qu'il est millionnaire sur papier, mais dans la vraie vie, comme jeune agriculteur, à part sa terre, sa famille n'a rien. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir des sous. C'est pour ça qu'avec le Parti libéral, ce qu'on veut mettre en place, c'est pour les femmes entrepreneurs, les jeunes producteurs, productrices. Et ça a été développé comme projet en collaboration, en étant à l'écoute de la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC, qui conseille notamment la ministre de l'Agriculture. Donc, pour qu'on passe à des produits, à des prêts, à des financements qui vont être plus du côté du 70-30 plutôt que 50-50. 70 d'investissement gouvernemental versus 30 pour l'agriculteur. C'est un pas dans la bonne direction. Monsieur Turcotte a demandé la parole. Oui. Monsieur Turcotte et Monsieur Plamondon tout de suite après. Je vais faire un peu de chemin sur Mme Gauvin. Effectivement, là, nous, on veut faciliter là, les projets, les petits projets locaux agricoles. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est de tout nouveau projet d'immobilier d'envergure soit doté d'un toit vert et qu'une partie du bâtiment soit végétalisée. Il y a des gens qui ont le pouce vert. Un ami à moi là, qui fait pousser toutes sortes de Monsieur Plamondon. D'accord. Vous me laissez 10 secondes. Au niveau de la gestion, il faudrait mettre un programme de gestion de risque pour les changements climatiques qui s'en viennent, de façon à faciliter ce transfert vers une meilleure production agricole plus saine pour les agriculteurs. Un programme agro, appelons-le agro-vert ou agro-environnement, si vous voulez. Merci. Merci à vous tous. Donc, allons-y maintenant pour notre 4e question qui vous sera posée par Marie-Ève. À l'échelle mondiale, le secteur de l'agriculture est perçu comme l'un des plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Quelle forme de soutien prévoyez-vous apporter aux agriculteurs pour les aider à s'adapter à cette réalité? On débute cette discussion avec Mme Rochefort. Bon, comme le disait Louis il y a quelques secondes, en fait, oui, il faut avoir des programmes de gestion de risque. Je vous rappelle que les conservateurs avaient coupé 400 millions de dollars par année lorsqu'ils étaient encore là. Donc, nous, on pense à des programmes qui sont gérés par le provincial comme l'assurance récolte, l'agri-responsabilité, l'agri-investissement, bref, mais qui sont administrés par Québec, mais payés à 60 % pour le gouvernement canadien. Donc, on doit absolument continuer en ce sens-là. On doit aussi travailler dans un climat de collaboration avec les provinces et à l'écoute des agriculteurs. Donc, on ne doit pas antagoniser personne. Quand j'entendais un candidat dire cette semaine, moi, je ne veux pas travailler avec telle personne, ben non, moi, ma job, c'est de travailler avec tous les citoyens. Peu importe ce que je sois d'accord, et même, je dirais plus, si la personne n'est pas d'accord avec moi, tant mieux, parce que ça m'oblige à réfléchir puis à penser en dehors du cadre, puis donc à faire évoluer notre pensée. Monsieur Caisse?
Soutenir avec les changements climatiques, c'est une tâche et il va falloir apprivoiser. C'est vraiment, je regardais, c'est d'un essai à l'autre, là, tantôt je parlais, les producteurs de l'Ouest, eux autres, c'est avec le bétail. Il faut qu'ils abattent le bétail parce qu'ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas le foin, les pâturages qu'il faut. Alors, c'est d'un essai à l'autre, il faut voir ça. Ici aussi, on a des problèmes. Parfois, on commence l'année, on a des sécheresses. Après ça, c'est de la pluie. Quoi faire avec ça? Il y a des assurances stabilisation qu'il faut regarder ça au provincial. Mais par contre, le fédéral peut-être regarder avec l'ensemble de la population, là, les producteurs. M. Plamondon. Quand je parlais de gestion de risque pour justement les agriculteurs qui vont vouloir aller, qui n'auront pas le choix d'aller vers une culture plus verte, eh bien, il y a par exemple les rotations de sol, il y a les tests de sol. C'est beaucoup de dépenses qu'ils vont avoir à faire pour pouvoir atteindre des objectifs. Et dans ce sens-là, le programme dont je disais tout à l'heure, qui pourrait s'appeler AgroVert, serait absolument indispensable à être établi. Il y a une chose aussi qui pourrait protéger nos agriculteurs, c'est d'avoir un poste de contrôle aux frontières, parce que nous, on a des normes très sévères envers nos agriculteurs pour leur production, mais les productions qui rentrent de l'extérieur n'ont pas les mêmes normes et il n'y a pas de contrôle aux frontières. S'il y avait un poste de contrôle de façon à ce que tout produit qui rentre ici doit se soumettre aux mêmes normes sanitaires pour pouvoir être vendu au Québec ou au Canada, ce serait énormément une aide pour les agriculteurs qui auraient une concurrence plus honnête à vivre. Merci. Madame Gauvin? Le NPD ne veut pas de l'éoduc et de forage de gaz naturel un peu partout dans les champs, là. Aussi, on est prêt à aider les agriculteurs là, au niveau là, de toutes les conséquences des catastrophes, quand il y a des pluies sèches, quand il fait trop sec, il y a trop de pluie tout d'un coup. Tout ça, on le sait, on est au courant. Ça fait partie du grand changement vert qu'il faut faire là, parce que les agriculteurs sont en première ligne pour les conséquences des changements climatiques. Donc, on veut les aider là-dedans, puis on va essayer de les supporter avec des programmes qui sont vraiment à l'extérieur de la boîte là, qu'on a connue là, avec les conservateurs et les libéraux. Monsieur Turcotte. Oui, merci. Nous, ce qu'on propose au Parti vert, en fait, c'est diminuer la production de bœuf et de porc. Là. Moi, je vous ramène encore au rapport du GIEC qui affirme qu'on ne peut pas nous limiter à réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il faut aussi s'attaquer aux émissions de méthane qui sont quand même 25 fois plus puissantes que le dioxyde de carbone en termes de réchauffement. Nous, ce qu'on va proposer aux agriculteurs là, qui veulent bien, c'est de transformer leur production. Le gouvernement vert va s'assurer de soutenir financièrement la transition des producteurs bovins et porcins vers d'autres productions agricoles d'avenir, là, comme par exemple des céréales ou des nouvelles productions là, dont on parlait tout à l'heure. Madame Rochefort? Oui, en fait, je reviens sur la gestion du risque, sur la relève d'entreprise. À mon sens, c'est vers ça qu'on doit aller le plus possible, mais on doit aussi investir en recherche et développement. Déjà, sur le projet du Living Lab du Lac-Saint-Pierre, on parle de plusieurs dizaines de chercheurs qui ont été embauchés pour planifier l'avenir, parce que oui, les réchauffements climatiques ont un impact. On l'a vécu particulièrement dur cet été. Nos agriculteurs qui ont eu un mois de chaleur l'ont vraiment pas apprécié, le réchauffement de la planète. Ils l'ont senti passer sur plusieurs récoltes. On entend, par exemple... 10 secondes. Au niveau climat aussi, le programme ALUS, qui existe beaucoup en Montérégie, devrait être mis en place au niveau de la région centre et de la Montérégie et de la Mauricie. Ça n'a pas été fait encore. C'est commencé en Montérégie. Ça marche très bien, le programme ALUS. Merci. Voilà. Merci à vous tous. Ça conclut la portion du débat consacré à l'agriculture. Et voici le troisième thème, la protection de l'environnement. Et pour amorcer ce segment, voici une première question. Oh, pardon, excusez. C'est moi qui la pose, celle-là. Une portion significative de l'économie canadienne, particulièrement dans les provinces de l'Ouest, est basée sur l'exploitation des hydrocarbures. En parallèle, les experts sont formels. Il faut réduire significativement notre dépendance au pétrole. Dans ce contexte, comment concilier les questions environnementales avec le développement économique? La question s'adresse dans un premier temps à M. Plamondon. Donc, vous avez 45 secondes. Eh bien, au niveau de la loi sur la carboneutralité, les cibles de réduction de gaz à effet de serre là, pour 2030 ne sont pas insérées dans la loi
Premièrement, il faudra faire ça, ce qui obligerait le gouvernement à faire des rapports tous les 6 mois ou toutes les années, de préférence aux 6 mois, pour voir quel progrès on fait. Parce que là, c'est facile de dire, on a un objectif pour 2030 et 2050, mais comment est-ce qu'on fait le suivi? Et ça, je pense que c'est par une modernisation de la loi sur la carboneutralité. Bien sûr, aussi, les plus récentes, au niveau des souverainetés des régions, des provinces, par exemple, qui ont développé des programmes municipaux ou des programmes provinciaux en environnement, de faire en sorte qu'ils soient respectés par le fédéral. Madame Rochefort. Bien, en fait, en matière d'environnement, oui, on parle du pipeline, mais on parle aussi qu'on doit s'appliquer à s'assurer que c'est plus gratuit de polluer. Maintenant, tu pollues, tu payes ta facture, tu payes la décontamination. On doit poursuivre graduellement l'élimination de l'utilisation des énergies fossiles, mais ça se fera pas du jour au lendemain, malheureusement. J'aimerais ça vivre au pays des licornes, puis m'assurer que je claque des doigts, puis on s'en sert plus d'essence dans un auto. Malheureusement, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, là, nos agriculteurs ont besoin de mettre des carburants fossiles dans leurs camions, dans leurs outils de travail. Mais on veut en venir à d'ici 2035 à avoir un réseau électrique carboneutre. Carboneutre, au moins, ça sera un autre pas dans la bonne direction. On veut éliminer la vente d'auto à essence aussi. Monsieur Turcotte? Bien, nous, au Parti vert, on pense que c'est plus le temps là, des compromis là, avec... C'est plus le temps des compromis. Là. On est dans une urgence climatique. On l'a vu, là, ça va à une vitesse fulgurante, là, les chaleurs. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on propose, là, puisque l'extraction de pétrole issu des sables bitumineux engendre 25 % plus d'émissions de gaz à effet de serre, nécessite 10 fois plus d'eau que le pétrole conventionnel, nous, un gouvernement vert donnerait aux entreprises d'extraction de sable bitumineux jusqu'à 2025-2030 pour cesser définitivement leur activité au Canada. Nous, ce qu'on propose, c'est que les travailleurs et travailleuses de ce secteur vont être soutenus pour leur requalification vers des secteurs là, qui sont verts. Là. Merci. Autour de M. Caisse. Pour les changements climatiques, bien, on parle, c'est sûr, tout le monde est inquiet. Même les gens de l'Alberta sont inquiets. Tantôt, on parlait de l'agriculture. C'est vraiment un problème à grandeur, pas juste du Canada avec nos hydrocarbures, mais c'est à grandeur de la planète. Il va falloir réfléchir à notre futur. Oui, on consomme encore de l'essence, on va en consommer encore pour un certain temps, mais il y a déjà des mesures, déjà des objectifs comme en Colombie-Britannique. On a déjà décidé de réduire le nombre de personnes, d'autos avec on parle de carboneutralité, plus de véhicules électriques. Ici, on a commencé aussi. Il faut dans ce sens-là, il faut aller. Merci. Madame Gauvin. Le NPD veut protéger 30 % du territoire. Le NPD veut aussi faire en sorte qu'il y ait une baisse de 50 % des GES d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. On veut aussi que toute l'électricité produite au Canada soit 100 % sans GES. Puis on veut aussi faire la fin des subventions d'énergie fossile pour vrai. Au niveau des conservateurs, là, une chose qui m'a vraiment inquiétée dans leur plan, c'était l'idée de repartir des centrales avec des petits réacteurs nucléaires, puis de relancer une stratégie de gaz naturel, une stratégie nationale pour le gaz naturel. C'est des GES, là. Moi, je sais que j'entends dans les nouvelles que les conservateurs commencent à être à la mode, là, mais ça fait peur. Puis ils veulent aussi garder le plastique à usage unique. Puis ça, c'est une catastrophe pour tous nos cours d'eau. Merci. On passe maintenant au segment de débat de 5 minutes. La parole est à M. Turcotte et on vous invite aussi à répondre à la question suivante. Marie-Ève. Depuis quelques années, la multiplication des inondations, des vagues de chaleur et des feux de forêt, entre autres, nous rappelle que la crise climatique s'intensifie. De nombreux scientifiques croient qu'elle est inévitable. Dans les circonstances, que devrait faire le gouvernement fédéral pour aider la population à s'adapter au changement climatique? Monsieur Turcotte. Ah oui, c'est moi, voyons. Excusez-moi. Donc, ce qu'on propose de faire, effectivement, là, c'est vraiment là, d'agir maintenant là, pour justement là, que ces éléments climatiques-là, comment je dirais ça, ces événements-là, comme c'est pas normal qu'on ait des tornades, qu'on ait autant d'inondations, qu'on ait autant là, de sécheresse.
Nous, ce qu'on propose, c'est ça, là, c'est la fin c'est d'atteindre la carboneutralité le plus vite possible là, de notre côté. Là. Mais nous, c'est ça, on propose là, aux municipalités là, de leur offrir un soutien là, pour s'adapter là, aux changements climatiques là, qui vont être de plus en plus fréquents. Là. Monsieur Kess? S'adapter, c'est pas évident. Moi, c'est sûr, c'est personnellement là, que je me dis, mon impact que je voudrais avoir au gouvernement, ce serait de dire, on prend une partie de l'armée, une partie du budget de l'armée, puis on aurait des CL-415 au lieu d'avoir des avions, des hélicoptères militaires. Il faut intervenir. Moi, ce serait mon souhait de faire ça. On parle du pétrole, mais il n'y a pas juste le pétrole. Chacun de nous est responsable de notre avenir écologiquement. C'est quoi notre empreinte écologique? Moi, chez nous, j'ai pas de lave-vaisselle. Tu sais, c'est une partie. Je garde mes véhicules longtemps. C'est notre empreinte de chacun. Il faut commencer à regarder c'est quoi notre empreinte. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la planète? Chacun d'entre nous. C'est qu'est-ce que je pense. Madame Gauvin? Le NPD veut créer le Bureau de responsabilité climatique qui aurait un œil environnemental sur tous les projets qui sont proposés. On veut aussi aider les grappes industrielles et les PME avec la Banque nationale pour l'adaptation au changement climatique. Ensuite, on veut aussi avoir un transport électrique au niveau des flottes fédérales et aussi des transports collectifs. On veut aussi aider les Canadiens à acheter des véhicules électriques en coupant la TPS au niveau de l'achat. Et on est aussi intéressé à rendre responsables les entreprises de leurs emballages. M. Plamondon? Bien, moi, nous autres aussi, on essaie de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, mais comme dans le dernier débat qu'il y a eu entre les chefs, ce qu'on disait, c'est qu'il faut arrêter d'agrandir la production, de grossir la production, qu'on mette un cap dessus. Et là, après cela, on pourra, avec le temps, avec l'arrivée des autos électriques, eh bien, diminuer la production et l'annulation complètement, l'inutilisation complète de ces énergies fossiles. Et je pense également qu'au gouvernement, il devrait y avoir un test climat sur chaque projet de loi. Ça nous ferait réfléchir chaque fois qu'il y a un projet de loi, qu'est-ce que ça a comme impact sur le climat? Et nécessairement instaurer une péréquation verte, c'est-à-dire que les provinces qui font des efforts, bien, soient récompensées par une péréquation. Madame Rochefort? Bien, justement, je pense qu'on doit accepter et travailler sur deux axes. L'axe entrepreneurial, l'axe gouvernemental avec la péréquation, comme le mentionne Louis. Donc, oui, investir dans des projets comme Pursphera qui nous permet de se débarrasser de nos vieux électroménagers avec des fréons, des mousses isolantes et de récupérer cette matière qui pourrait être vraiment nocive pour notre planète. Pour exemple, un frigo recyclé, c'est l'équivalent de 25 000 pailles qu'on retrouvait dans un fast-food. C'est énorme, là. Donc, on peut avoir un impact concret, ne serait-ce qu'en envoyant nos vieux électros au recyclage. Mais dans la vraie vie, on peut faire des gestes à tous les jours, des gestes clairs, plus simples à gérer. Oui, le recyclage, mais en même temps, l'aménagement des berges, des zones riveraines. Parce que, on l'a vu avec les inondations, souvent, l'érosion de nos berges amène plus d'eau sur nos terrains. Monsieur Turcotte? Oui, je fais un peu de chemin sur ce que Mme Gauvin, Mme Rochefort ont dit. Nous, au Parti vert, effectivement, là, nous aussi, on est pour le recyclage, tout ça. Là. Parce qu'en fait, nous, on veut se doter d'une loi au Canada là, pour contrer l'obsolescence programmée. Là. On sait qu'un téléphone, il tombe à terre, ben, c'est moins compliqué de s'en acheter un autre que de le faire réparer. On veut obliger les entreprises à partager l'information, à rendre disponible à coût raisonnable les outils requis pour leur réparer leurs produits. C'est la même chose pour les frigidaires, les congélateurs. C'est moins cher de le remplacer que dans... Monsieur Kess? Je suis d'accord avec M. Turcotte. Qu'est-ce qu'il parle? On a comment d'appareils. On a 2 ans de garantie, 2 ans, 2 mois, c'est fini. On est obligé les compagnies font de l'argent en ayant des appareils qui sont en borne et passent les garanties, puis on est obligé de payer, puis j'ai racheté, mettre ça aux poubelles, au recyclage. Alors, il faut y penser. Merci à vous tous. Voici la seconde question du thème qui vous sera posée, encore une fois, par Marie-Ève Veillette. On entend beaucoup parler de développement durable. Pour vous, qu'est-ce que c'est le développement durable et de quelle façon pouvez-vous l'appuyer dans la circonscription de Bécancour-Nicolette-Sorel?
La parole à M. Keiss. Développement durable, c'est... Encore, tantôt, je parlais de notre empreinte écologique. Ça fait partie de ça. Notre développement, c'est regarder pour les générations futures, qu'est-ce qu'on va laisser. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je pense à mes neveux, mes nièces. Notre développement, tantôt, on parlait d'étalement urbain. C'est important. La densité, peut-être augmenter la densité dans les villes. C'est pas normal qu'on puisse faire traiter les déchets puis envoyer ça. Pour aussi merci Pierre de Sorel. On prend les déchets, on envoie ça par bateau, l'autre bord, dans le coin de Joliette. Je pense pas que ce soit du développement durable. C'est pour ça que je vois. On parle de recyclage. C'est des choses à voir, les produits qu'on utilise dans les épiceries. Comment on a de plastique dans les épiceries, ça finit pas. Madame Gauvin. Mais au niveau de nos objectifs pour le développement durable, là, il y a déjà... c'est tout émis par l'ONU. Là. On les a au niveau là, de la vie aquatique, la prévention des ruisseaux, s'assurer que les déversements... ils se rendent pas directement dans les rivières, essayer de diminuer le ruissellement, accompagner les agriculteurs, mais aussi toutes les compagnies avec des grappes industrielles pour les amener à être capables de s'adapter au changement climatique, puis de penser à long terme, là, parce que pour les générations futures, ça sera pas acceptable d'acheter d'une compagnie qui pollue. Là. Donc, ça s'en vient, il faut se préparer tout de suite, il faut bouger, parce que le climat, lui, il va pas attendre qu'on soit prêt. Là. M. Plamondon. Je pense qu'au niveau du développement durable, le Québec est assez exemplaire. On a des normes dans les municipalités assez sévères. Moi, je reçois beaucoup de téléphones à mon bureau pour dire « Comment se fait ça que j'ai pas le droit de faire ça? Comment se fait ça? » Toujours à cause de normes environnementales sévères de la ville de Bécancour et de la ville de Lincoln, par exemple. On a exactement, si on donne un exemple, le parc le long de la rivière Gentilly ou le parc le long de l'eau du fleuve à Nicolet, où on a des chantiers d'observation. C'est exceptionnel comment le territoire québécois est protégé et réglementé. Malheureusement, souvent, cette réglementation-là n'est pas respectée par le gouvernement fédéral. Je donne l'exemple des aéroports, celui qu'on avait à Donnacana, par exemple, dans la région de Donnacana, où on a imposé un aéroport dans des zones qui avaient des règlements environnementaux très sévères qui interdisaient ce genre de commerce. Alors cela, c'est très important qu'on continue dans le même sens au Québec d'agir ainsi. Monsieur Turcotte? Oui, nous, on propose là, au Parti vert là, de faciliter là, la distribution d'énergie renouvelable comme le solaire ou l'éolien. Là. Il y a quand même 35 000 personnes seulement au Québec, là, dont 15 000 membres des Premières Nations là, qui vivent dans des régions éloignées. Et un grand nombre de ces communautés-là dépendent là, de génératrices au diesel polluantes, bruyantes et très dispendieuses. Nous, ce qu'on propose, là, c'est justement là, de faciliter là, le solaire et l'éolien dans ces régions-là. Il y a des projets qui fonctionnent très bien, là, à savoir à Lac-Mégantic, suivant l'accident ferroviaire de 2013, là, il y a un projet dans ce coin-là qui fonctionne très bien, là. Madame Rochefort? Oui, bien, le développement durable, c'est l'art de faire travailler ensemble les plans environnementaux, les entreprises et les humains pour que tout le monde aille dans le même sens. Ce qui n'est pas toujours simple parce que la plupart du temps, les intérêts vont pas nécessairement dans le même sens. Mais je pense qu'on doit continuer d'investir de façon humaine, mais il y a une façon où on peut être vraiment efficace, c'est d'investir en économie circulaire, ce qu'on fait et qu'on va continuer de faire. La région de Bécancour-Nicolet a été leader en matière de développement de l'économie circulaire au Québec. L'économie circulaire, je vais simplifier, mais de façon magistrale, malheureusement, c'est le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Ça permet de générer de nouvelles entreprises, mais ça permet le recyclage, donc un développement économique plus durable et plus axé, meilleur pour notre planète. Madame Gauvin? C'est ce qui arrive quand on aide des grappes industrielles à s'organiser avec des bonnes subventions. On arrive à faire des économies circulaires, puis à faire connaître aussi les déchets de l'un à l'autre, puis de pouvoir organiser les sites pour qu'ils puissent être fonctionnels puis s'entraider. Je pense aussi qu'au niveau du développement durable, là, les gens ont une sensibilité. On est dans un moment extraordinaire. Les coûts ont baissé. C'est le temps d'y aller. Il faut leur offrir une façon de pouvoir faire le pont pour l'investissement. Puis c'est ça que le NPD veut faire. Juste en terminant, un projet qui me tient à cœur.
On a promis au Parti libéral du Canada de créer 10 nouveaux parcs nationaux, 10 nouvelles aires marines. Et on a déjà commencé à travailler sur le projet de l'île Maurice. Merci à vous tous. C'est maintenant l'heure d'aborder notre 4e thème, soit l'économie et le développement régional. Voici donc la première question. Le télétravail est maintenant devenu un incontournable. Malheureusement, des villages de la région ont encore du mal à accéder à un réseau cellulaire fiable. Certains n'en ont tout simplement pas. Que comptez-vous faire pour remédier à la situation, sachant que les télécommunications sont de juridiction fédérale? La question s'adresse dans un premier temps à M. Turcotte. Vous avez 45 secondes. Oui, nous, au Parti vert, effectivement, là, on trouve... personnellement, je trouve ça absurde là, qu'en 2021, dans un pays comme le Canada, qu'il y ait des endroits encore où la haute vitesse se rend pas. Je peux prendre un exemple de ma région natale, là, Charlevoix. Il y avait des endroits dans la région où il y avait... ils marchaient encore avec le 56K. Là. Puis ça a pris le G7. Quand les grands et puissants viennent, là, effectivement, là, les choses débloquent tout d'un coup, là, comme par magie. Nous, on se propose là, d'aider les entreprises là, à étaler l'haute vitesse partout, là, que ce soit à Chibougamau, que ce soit à Sorel, ou sûrement qu'à Sorel, ils l'ont, là, mais bon, dans des régions. Là, tu viens de faire un tour. Monsieur Caisse, à votre tour. Télécommunications, c'est un problème. Mais c'est pas juste ici dans Bécancour, Nicolas Sorel. C'est à grandeur du Québec. Les compagnies de télécommunications, qu'est-ce qu'on a déjà parlé, c'est que le CRTC, présentement, la direction du CRTC, c'est une personne qui vient de chez TELUS. Ces personnes-là, des fois, ont plus intérêt à faire monter les actions de TELUS, Bell ou Rogers que de brancher les citoyens. Fait que c'est peut-être un... Ici aussi, c'est que c'est chapeauté. Il y a plusieurs organismes à l'intérieur du gouvernement pour aider la connexion des gens, brancher les gens au réseau. Et puis, c'est un peu le problème aussi. Il y a beaucoup trop de personnes à l'intérieur. On pourra y revenir au débat. Mme Gauvin. Là, la question, c'était pas sur les télécommunications, hein? C'était sur... Oui, sur la téléphonie, le réseau cellulaire, la fiabilité, oui, dans les régions rurales. C'est pas payant dans un grand territoire d'aller porter du fil très loin, là, parce que les abonnés sont plus dispersés. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, parce que ça s'est fait ailleurs. On n'est pas le seul pays à avoir un grand territoire avec une population concentrée à certains endroits. On n'est pas loin ici là, des grands centres, donc il n'y a pas de raison pour pas qu'on aille le haute vitesse. Le NPD s'est engagé dans ça. Puis, il y a déjà des subventions fédérales avec Inforoute Canada qui existent. Et je pense qu'il faut mettre la pédale dans le fond là, pour que ça aille plus vite. Merci. M. Plamondon. Merci. 45 secondes. Citer d'exemple, la ville de Bécancour, lorsqu'ils ont installé pour le réseau cellulaire, là, avec un programme de 15 millions de dollars, convaincu chaque municipalité de la MRC à y collaborer. Et en collaboration avec Sogetel, qui a fait vraiment aussi un travail remarquable là-dedans et surtout contribué financièrement pour arriver à ce développement-là. Il y a donc des initiatives, ça a été cité en exemple à travers le Québec, cette initiative-là, mais il reste que le gouvernement s'est engagé là, pour jusqu'en 2022, est-ce que tout le monde en est? Et j'étais la semaine dernière à Manceau, et en plein milieu du village, je parlais au téléphone avec le maire et passer l'église, ma ligne a coupé. Donc, il y a des pannes dans nos paroisses. Il faut absolument faire quelque chose pour faire une accélération. Dans la vraie vie, il faut arrêter de confondre la couverture cellulaire avec la couverture réseau large bande Internet. C'est pas la même chose. Le cellulaire, c'est notre téléphone dans lequel on parle et ça a un impact sur notre sécurité publique, la santé de nos parents, de nos enfants. Mais ça a aussi un impact concret sur le développement économique. Quand un employeur peut pas envoyer laisser son employé travailler chez eux en télétravail parce que le cellulaire, les nuages sont trop bas, ils ventent aujourd'hui, donc il n'y a pas de fiabilité, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a des moyens simples. Oui, avec la couverture Internet qui va être déployée et qui est en train d'être finalisée, ça aide, mais il y a aussi mettre en place des boosters d'ondes qui pourraient être une solution efficace à court terme. Merci. On passe maintenant au débat de 5 minutes qu'on débute cette fois avec une question de Marie-Ève. Marie-Ève? Oui, la parole va être à Mme Gauvin.
Le manque de main-d'œuvre est criant partout, dans toutes les sphères d'activité. Nos entrepreneurs et nos organismes communautaires peinent à trouver des travailleurs et à les retenir. Comment pouvez-vous les épauler? Bon, c'est sûr que les salaires sont pas toujours au rendez-vous. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi moyen d'aider au niveau des OBNL à peut-être réussir à avoir des salaires plus intéressants. Par rapport à l'immigration, qui est une solution, mais qui n'est pas non plus la panacée, là, c'est pas instantané. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà rendus au Québec, il y a des gens qui viennent à chaque été aider, qui pourraient peut-être s'installer. Il y a des gens qui ont de la famille, qui pourraient venir, qui seraient déjà accueillis, que ce serait plus simple de les intégrer, qui pourraient aussi être facilités. Au niveau des réfugiés, on sait à quel point souvent ils sont très rapides là, à s'intégrer. On dit souvent qu'un immigrant économique puis un réfugié, il n'y a même pas de différence au bout de 10 ans. Là. Merci. Monsieur Turcotte? Oui. Nous, au Parti vert, effectivement, nous aussi, on se fierait sur l'immigration pour les postes vacants. On a aussi des idées concernant les personnes handicapées, les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. On se proposerait d'aider les entreprises à s'adapter. Là, c'est souvent des employés qui sont vaillants, qui sont fidèles à leurs employeurs, qui sont sont travaillants, ponctuels. Écoutez, adapter par exemple un milieu de travail pour une personne autiste, avoir une salle blanche où ils peuvent aller se reposer les sens quand ils sont trop surstimulés, par exemple, là, entre autres choses, leur offrir les coquilles des fois aussi. C'est le genre de choses que nous, là, on veut un Canada libre, égal et juste. Là. M. Plamondon? Je pense que lorsqu'on veut établir des personnes, des immigrantes dans notre région, il faut avoir aussi des attraits. Et je voudrais citer le programme Pays qu'on appelle, qui est à Fortierville-Saint-Françoise, là, où, lorsqu'on va chercher une famille d'immigrants, on lui fournit une maison, on lui fournit des cours de français à la maison si une des deux personnes reste à la maison, et un emploi garanti dans une des fermes ou des petites PME de la région. Ça a marché la première année avec déjà une dizaine de familles et ça continue. C'est des exemples comme ça, des choses comme ça qu'il faut mettre en place dans toutes les régions du Québec. On peut pas juste dire « venez-vous-en chez nous ». Il faut qu'il y ait un attrait, qui sachent qu'ils vont s'installer comme tous les autres citoyens et citoyennes de cette paroisse-là ou de cette région. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Louis a parfaitement raison. Le pays fait un travail extraordinaire, mais on travaille tout ça en réseau dans la région et c'est extraordinaire. On fait des jaloux ailleurs au Québec parce qu'on travaille Carrefour Jeunesse Emploi, pays, des organismes de régionalisation et les élus ont un rôle à jouer majeur. Moi, je suis arrivée dans la région parce que mon élu à l'époque m'a fait faire le tour du village. J'ai fait « j'aime ça », m'a présenté les ressources, m'a présenté ce qu'il y avait à faire. Je fais « j'aime ça, je déménage ». Maintenant, je suis une fière résidente de Pierreville. Mais c'est comme ça aussi qu'on doit travailler. La personne qui s'en vient travailler chez nous, c'est pas juste un numéro sur un payroll. C'est d'abord un humain, c'est peut-être un parent, c'est sûrement un ami. Donc, quelqu'un qu'on a besoin d'accueillir et qui a besoin de se sentir entouré. Je pense que pour la reprise des économies... excusez-moi. Je vais offrir la parole d'abord à M. Kess qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Mais pour les employés, oui, on parle de réintégrer des gens, les immigrés. Mais on a quand même des travailleurs aussi qui sont au Canada. Je parle de mon expérience personnelle. Avant, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et puis on demandait plusieurs diplômes. Aujourd'hui, on a des gens qui sont moins diplômés. On a des jeunes qui ont fini l'école au secondaire 2, 3. Ça serait peut-être de permettre à ces gens-là de retourner sur le marché du travail puis avoir des connaissances précises dans qu'est-ce que les employeurs ont besoin, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie lourde. Il faut vraiment regarder, aller chercher ces gens-là. Il nous reste une minute. Mme Gauvin voulait prendre la parole, ensuite Mme Rochefort. Oui. Alors, le NPD voulait diminuer la dette étudiante pour les jeunes qui allaient s'installer en région. Même chose aussi pour un crédit d'impôt pour encourager les nouveaux diplômés. Ensuite, le NPD voulait aussi faire davantage d'économie sociale et coopérative. Parfois, ça peut aider à reprendre une PME puis réorganiser là, en mode plus coopératif là, avec des coopératives de travailleurs. Mme Rochefort. Encore une fois, M. Kess nous montre qu'il n'a pas fait ses devoirs. Ça existe déjà comme programme. C'est même...
en partenariat avec la commission scolaire où on a une reconnaissance des acquis en entreprise. Je vous donnerai un exemple d'une entreprise qui fabrique des camions de pompiers dans notre région. On offre une formation de soudeur sur place et il y a possibilité d'avoir une qualification par la suite. Et ça existe dans de multiples domaines. Il faut juste être enseigné. Et nous, comme élus, même si c'est pas dans notre champ de compétences, on se doit d'en faire la promotion. Vous parlez, madame, d'un point de vue d'une entreprise, OK? Ah, je peux vous en donner des dizaines. Arrêtez. Ça suffit. Ça fait, depuis le début de la soirée, vous parlez de moi, là, vous ne nommez pas les autres. Arrêtez, là. Je sais que vous tirez de l'arrière dans les sondages. Louis, je t'ai nommé une couple de fois. Dernière nouvelle? S'il vous plaît. Bon, j'ai nommé Louis une couple de fois. Merci à vous tous. On va y aller maintenant avec le deuxième débat, en fait, sur ce thème. Marie-Ève? Oui. La hausse fulgurante des prix à la consommation et des logements devient de plus en plus préoccupante pour bien des ménages qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Le gouvernement fédéral devrait-il intervenir et comment? La parole est à M. Plamondon. Oui, le gouvernement fédéral a toujours raison d'intervenir lorsqu'il en a les moyens, et deuxièmement, et lorsqu'il respecte les juridictions des provinces. Et dans ce sens-là, lorsque tout ce qui est éducation, qui est santé et qui est aussi mesures sociales, généralement, c'est par des transferts aux provinces qu'on le réussit bien. Au Québec, je pense que les gens ont un très bon soutien. Bien sûr que ça peut être amélioré. Bien sûr, il y a encore des gens qui souffrent et qui ne reçoivent pas les programmes qu'ils attendent ou qu'ils reçoivent en partie seulement. Mais je reste certain, moi, que le Québec peut faire mieux que le gouvernement fédéral là-dedans et qu'il doit respecter la Constitution et transférer les argents pour arriver à répondre aux besoins des citoyens et citoyennes du Québec. Madame Rochefort? C'est pour ça, entre autres, que le gouvernement canadien, avec le Parti libéral, on veut transférer l'équivalent de 3 000 $ par famille versus donner des crédits d'impôt aux citoyens pour la création de garderies. 3 000 $ pour une famille, pour une création de place en garderie. Ici, dans notre comté, ça fait une réelle différence. On est aussi en pénurie. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a augmenté le supplément de revenu de garantie pour les 75 ans et plus. C'était une promesse de 2019. On ne savait pas qu'il allait y avoir une pandémie qui allait arriver, mais on a des plans pour aider nos aînés aussi à améliorer leurs conditions de vie. On a augmenté les allocations pour les familles avec enfants, surtout les jeunes enfants, parce que les dépenses pour les jeunes familles ont augmenté avec les années. Monsieur Turcotte? Oui, nous, ce qu'on propose au Parti vert du Canada, c'est de vraiment revoir là, les promesses du gouvernement Trudeau là, en tant que logements sociaux. Nous, on se propose là, d'investir là, dans la construction de 50 000 nouveaux logements éco-responsables au Québec sur une période de 5 ans. On veut aussi là, investir dans la construction de logements adaptés aux besoins des Canadiens qui ont des problèmes de santé physique ou mentale. Il y a un excellent programme là, à Shawinigan, justement, où ils ont construit des appartements pour des personnes trisomiques avec des déficiences intellectuelles légères. Là. Nous, on veut favoriser là, ces programmes-là là, dans la société pour justement là, faire arrêter de les considérer comme des humains de seconde zone, là, des citoyens de seconde zone. Là. Monsieur Caisse? Si on parle là, vraiment là, du concret, c'est que depuis 1 an, l'essence a augmenté environ de 40 %. Le panier d'épicerie pour chaque famille a monté de 700 $ par année. C'est des choses que l'inflation est à 3,7 dernièrement. Puis M. Trudeau a dit là-dessus qu'il ne s'occupait pas de ça. Si M. Trudeau ne s'occupe pas de l'inflation, je ne sais pas qui c'est qui va s'en occuper, mais à quelque part, ça coûte de plus en plus cher aux personnes. Aussi pour les logements, comme M. Turcotte faisait allusion, on a le plus grand propriétaire foncier au Canada, c'est le gouvernement du Québec. On a 35 000 bâtiments. On veut récupérer 15 % de ces bâtiments-là pour faire des logements. Alors, c'est un début, mais il faut aller dans ce sens-là. Il y a des bâtiments qui sont peut-être pas appropriés ou avec aussi le télétravail aujourd'hui. Il y a plus de personnes qui travaillent à partir de chez elles. Alors, le gouvernement peut faire du délestage d'immeubles. Madame Gauvin? Le NPD veut vraiment faire un impôt sur la fortune des 1 % les plus riches. Donc, ceux qui gagnent plus que 10 millions de dollars. Étonnamment, il y en a plusieurs. Les ultra-riches font beaucoup d'argent. Les grandes entreprises en font de plus en plus. On veut ramener des revenus puis leur faire payer leur juste part parce que l'équilibre, c'est vraiment éloigné du travailleur moyen là, avec les années, là, depuis, je dirais...
Harper et Trudeau. Là. Donc, il faudrait un retour du balancier. Aussi, au niveau des garderies, là, c'est sûr qu'il y a tout un marché avec les femmes là, qui aimeraient avoir accès là, puis qui sont pris parce qu'ils n'ont pas de place. Puis je pense pas qu'un crédit en fin d'année sur des impôts payés fait en sorte que tu as les moyens de payer un gros montant pour peut-être avoir un remboursement à la fin. J'aime le concept des 10 $ par jour, puis ça devrait être plus facile d'accès. Il faut faire la différence entre un crédit puis une subvention directe. Réaction de M. Caisse, peut-être? Non, ça va. M. Plamondon? Effectivement, si vous n'avez pas de revenus, vous ne payez pas d'impôts. Donc, vous n'avez pas de crédit d'impôt. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Le programme du Québec est très, très bien apprécié, je pense, même à travers le monde. Ici, c'est un exemple. Et au Canada, c'est l'exemple qu'on veut donner aux autres provinces, celui qui est installé au Québec pour les garderies, mais en même temps, tout en respectant les juridictions. Et là-dessus, il faut donner crédit à M. Trudeau qui a promis le transfert, de respecter le fait que nous l'avons depuis 20 ans et transférer 6 milliards 800 millions. Là. Exact, Louis. Donc, en conclusion, le crédit d'impôt sert uniquement à enrichir les plus riches et n'aide en aucun cas les familles les plus démunies. Merci. Nous en sommes déjà rendus au dernier thème de la soirée, le rôle du gouvernement fédéral. Voici donc une première question. Plusieurs partis ont proposé des mesures qui empiètent sur des champs de compétences et des provinces. En fait, comment des programmes universels de garderie ou d'assurance médicaments, des normes nationales pour le contrôle des loyers ou de CHSLD, ou l'implantation d'un passeport vaccinal pan-canadien. Donc, trouvez-vous légitime que le gouvernement fédéral intervienne dans des champs de compétences des provinces? La question s'adresse dans un premier temps à Mme Gauvin. Mais je pense que pour le passeport vaccinal... c'est légitime, là, parce que les gens se promènent à l'intérieur, puis ça serait plus facile que tout le monde ait la même chose. Là. Est-ce que... En tout cas, à voir. Mais sinon, par rapport aux garderies, là, effectivement, tu sais, si dans le Canadien anglais, il y a plein de femmes qui regardent le Québec, puis qui sont envieuses, puis qui veulent un modèle similaire, ben pourquoi pas? Mais ça veut pas dire que le Québec doit être pénalisé parce que lui, il l'a déjà en place. Je ne pense pas que c'est enlever la légitimité au Québec puis son innovation là, par rapport à son programme de vouloir l'imiter ailleurs. Au contraire, le NPD... oui, peut paraître centralisateur, mais il y a une collaboration avec les provinces, puis il y a eu un engagement de compensation lorsqu'on imite quelque chose qui fonctionne bien à un endroit pour d'autres endroits. Merci. M. Plamondon, à votre tour. Dans le respect des juridictions provinciales, le gouvernement fédéral peut déclarer qu'il est prêt à consacrer tant de millions pour telle solution, dans le sens où vous en avez parlé, mais en autant que c'est le respect, comme dans les garderies, c'est provincial. Il faut que les argents soient transférés. Dans le domaine de la santé, comment est-ce qu'on le demande, nous, au Bloc, le fameux respect des demandes des provinces, du Québec et de tous les premiers ministres, monté de 22 à 38 %. Vous savez, en 93, c'était 50 % des dépenses de santé qui étaient payées par le fédéral. C'est baissé, c'est rendu à 22. Il faut revenir à 35, pas en l'espace d'un an, mais ça peut être réparti sur 5 ans. Mais il faut que le principe soit accepté par le gouvernement fédéral. Merci, Mme Rochefort. Comme Québécois, je pense qu'on peut être fiers d'inspirer le reste du Canada, ne serait-ce qu'avec notre programme de garderie. Puis il y a sûrement bien d'autres domaines où est-ce qu'on les inspire. Donc, je vois pas pourquoi on n'accepterait pas le transfert d'argent. Mais en même temps, on doit se laisser inspirer par les autres provinces canadiennes. Je vous rappelle qu'il y a 2,6 millions de francophones qui ne vivent pas au Québec. On est 8 millions ici. Donc, ces gens-là ont aussi des idées, ont aussi des choses à faire pour valoriser notre langue française. Et oui, ça peut paraître pour certains de l'ingérence d'incompétences provinciales, mais se laisser inspirer, partager de l'information, pour moi, ça reste quelque chose de travail collaboratif. C'est d'être à l'écoute des autres et de contribuer au mieux-être, comme on le fait dans différents programmes. Monsieur Turcotte, à votre tour pour 45 secondes. Oui, merci beaucoup. Le Québec, en raison de sa langue, sa culture et son histoire unique au sein de la Fédération canadienne, possède un statut particulier au sein du Canada. Les Québécois ont toujours désiré conserver leur caractère unique, se caractérisant, dis-je mal, entre autres par leur langue, leur filet social solide et leur culture. Nous, effectivement, comme Mme Rochefort le disait, le Québec a de quoi être fier là, de plusieurs de ses programmes, entre autres le régime québécois d'assurance parentale, que ce soit les garderies, là, 2 programmes dont j'ai pu profiter en tant que père de famille. Là. Nous, on ne veut pas s'ingérer dans les compétences provinciales. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec, comme ça a déjà été proposé, des transferts là, à ce moment-là. Et on termine ce tour de table avec M. Caisse.
Le rôle du fédéral, on voit, pour ici, Nicolas Bécancourt, dernièrement, on a annoncé qu'on pouvait venir en aide aux gens qui sont pris avec la pyrotite. Il y a 50 millions qui ont été ajoutés pour venir en aide à ces personnes-là. Ça, c'est un rôle du fédéral. Ensuite de ça, si on regarde le fédéral, M. Auto a annoncé qu'on pouvait avancer 60 milliards pour les 10 prochaines années pour la santé. Et le Parti conservateur ne s'ingérera pas dans les champs de compétences des provinces. Oui, on a un beau réseau de la garderie, on a des systèmes d'éducation, mais jamais qu'on va intervenir auprès des provinces dans le champ de compétences. Il faut regarder des bonnes choses qui ont été faites et aller de l'avant avec ça. Merci. On passe maintenant à un premier débat de 5 minutes avec cette question de la rédactrice en chef du Courrier Sud, Marie-Ève Veillette. Le débat en anglais de jeudi a créé beaucoup de remous dans la classe politique. Les propos énoncés par la modératrice au début du débat ont été dénoncés par la majorité des chefs de parti, autant à Ottawa qu'à Québec. Au-delà de ça, est-ce que cet incident témoigne d'un choc des valeurs entre la majorité de la population du Québec et celle du reste du Canada? La parole à Mme Rochefort. Je pense que ça témoigne aussi d'une méconnaissance du Québec, de la même façon qu'on a une méconnaissance personnelle ou de groupe de certaines autres provinces, de certaines autres réalités. Si on parle de la réalité d'un agriculteur en Alberta versus la réalité d'un agriculteur de chez nous, c'est sûr que c'est pas le même monde. Mais donc, on doit encore faire beaucoup de travail. Cette animatrice-là, cette modératrice-là, en a fait la preuve qu'on a encore beaucoup à faire pour se faire reconnaître, pour travailler ensemble. Mais ce n'est pas en antagonisant les autres qu'on commence à avancer, c'est en étant des partenaires, en collaborant, qu'on finit par travailler. Et je vous rappelle qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Monsieur Turcotte? Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a des... comme Mme Rochefort l'a dit, c'est qu'il y a une méconnaissance entre c'est toujours les deux solitudes là, qui parlent, là, en fait. Ce que je pense, c'est qu'il est légitime quand même d'avoir des questions sur la loi 21 ou la loi 96 quand on regarde ça de loin dans une autre province canadienne. Les questions, elles sont légitimes. Par contre, les façons de les poser, c'était très, 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 très maladroit. Ça aurait dû être posé d'une façon... Un phrasage devrait être différent là, à ce moment-là. C'est que ça vient créer un clash, puis on n'a pas besoin vraiment de moins se parler. On devrait, là, plutôt en tant que Canadien, francophone, anglophone, allophone, ou membre des Premières Nations, ou pas. C'est un Canada uni là, qu'on veut, c'est pas de revivre des vieilles chicanes constitutionnelles. Là. Monsieur Caisse, peut-être? C'est vraiment une méconnaissance, parce que moi, ma nièce elle vit en Ontario. Moi, je suis curieux de nature. J'aime apprendre les autres, qu'est-ce qu'il y en a des autres cultures. Il y a beaucoup de différences entre le Canada et le Québec. Mais par contre, c'est pas juste eux autres. Lorsqu'on reçoit des nouveaux arrivants, en tant que courtier immobilier, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur, puis j'aime m'intéresser d'où ils viennent, c'est quoi leur culture, j'aime les aider lorsqu'ils arrivent, leur intégration. Mais c'est une richesse qu'on a. Puis ça, c'est vraiment une belle connaissance. Et la modératrice, je salue M. Blanchette qui a bien répondu, parce que à quelque part, à un moment donné, il faut mettre notre pierre à terre et dire, regarde, c'est pas ça qui se passe, on n'est pas des racistes. Les gens qui sont au Québec, ils vivent très bien, puis l'intégration se fait très bien. M. Plamondon, vous voulez réagir? C'est inimaginable qu'une telle question ait été posée après avoir été revisée par l'ensemble du consortium. Et ce qu'a dit la dame, c'est exactement ce que pense, en général, le Canada anglais. Faire du Québec bashing, c'est très rentable sur le dos du Québec. Regardez, parce que lorsqu'on parle de péréquation, par exemple, en Alberta, l'Alberta contribue pour 3 milliards à peu près aux péréquations canadiennes. C'est-à-dire pour 1,8 milliard, le Québec pour 3,2 milliards. C'est sûr que le Québec en reçoit plus parce qu'il est plus pauvre que l'Alberta, mais
L'Alberta, selon eux, ils font vivre le Québec. C'est toujours du Québec bashing, surtout. C'est inacceptable, les propos de cette dame-là. La chef du Parti vert, même, s'est pas excusée d'avoir dit à M. Blanchette par après qu'elle voulait l'éduquer. Et l'animatrice a refusé de retirer ses paroles après. Et pas un journal anglophone a condamné ses propos, ni un parti de télévision ou une radio anglophone a condamné ses propos. Monsieur Turcotte, vous voulez réagir? Bien, c'est qu'en fait, la loi là, 21, c'est qu'en fait, c'est une loi catho-laïque, là. C'est pas... on prend une partie, là, parce que c'est des signes ostentatoires. Ben, à qui on fait référence? Bon, on fait référence à un turban, on fait référence à un hijab. C'est encore, là... On fait référence à un crucifix. On les a tous sortis. Toutes sorties, les religions catholiques de toutes nos écoles. On n'en rentre pas un autre. Il reste moins d'une minute, Mme Gauvin. Mais moi, je pense pas que c'est le signe ostentatoire qui fait le danger public dans la tête des gens au niveau des idées, des valeurs extrémistes, là. Mais c'est correct, ça, c'est moi. Mon parti ne va pas s'ingérer au niveau de la loi 21. C'est engagé à ne pas aller en cour fédérale pour ça. Donc, par rapport à la question de la journaliste, ben, c'était pas une journaliste, premièrement, c'était une madame qui fait des sondages, là. Donc, ça explique bien cela. Voilà. Bien, merci à vous tous. Passons à notre dernière discussion de la soirée avec cette question, Marie-Ève. Oui, la Constitution canadienne prévoit que le gouvernement fédéral a des compétences exclusives dans des domaines tels que la défense, la gestion des frontières et les affaires étrangères, mais aussi dans les questions reliées aux Premières Nations qui touchent directement les deux communautés autochtones de notre territoire, Odanak et Wolinak. Parlez-nous des propositions de vos formations politiques à ce sujet. Monsieur Turcotte. Merci beaucoup. Donc, nous, on se propose, la première des choses, là, de revoir la loi sur les Indiens. Déjà, en partant, c'est une loi qui est complètement archaïque, qui s'appelle justement la loi sur les Indiens, là. C'est épouvantable qu'on appelle ça encore ça en 2021. On veut revoir, avec l'appui et le support essentiel des Premières Nations, la loi sur les Indiens, cette loi désuète de près de 150 ans, qui rappelle sans cesse le passé colonial du gouvernement canadien. C'est par le biais de cette loi raciste que le Canada peut encloisonner les Autochtones, tenter d'effacer leur culture, langue et religion, les ont expropriés de leurs terres et a instauré le système de pensionnat qui a encore de réelles répercussions à ce jour. On l'a vu, là, on trouve des tombes d'enfants partout, des tombes anonymes, là. C'est le génocide canadien, là. C'est exactement ça. Nous, on propose, là, une vraie réconciliation avec les peuples autochtones, là. Pas juste de la parure, là. Madame Rochefort. Je pense qu'on doit, oui, faire de la vraie réconciliation, mais la vraie réconciliation, c'est aussi de donner les mécanismes aux communautés autochtones pour faire valoir leur droit de nom, leur droit de naissance. Ce n'est pas normal qu'en 2021, on entende encore parler de cas de fraude, de gens qui se développent une carrière, se trouvent des bons jobs bien payés, que ce soit dans les gouvernements, dans les municipalités, en disant « Ah, je suis d'ascendance autochtone », parce que personne va vérifier. On vérifie un curriculum vitae, mais on vérifie pas les ascendances. On nous dit, ah ouais, mais on peut cocher femme autochtone, peu importe. On peut-tu vérifier? On peut-tu donner aux moyens aux communautés autochtones de se faire respecter pour toute leur histoire? Ensuite de ça, il faut travailler avec nos communautés autochtones. Nous, on a la chance extraordinaire d'avoir la communauté abénaquis sur notre territoire. On fait encore une fois l'envie de plusieurs régions par notre dynamisme économique et la collaboration de nos entreprises et citoyens entre personnes et sans faire de différence autochtones, non autochtones. On travaille entre humains. Monsieur Plamondon. Oui, je pense que nos Abénaquis sont l'exemple qu'on vit avec les Abénaquis. Ça devrait être cité à travers tout le pays parce que c'est vraiment exceptionnel, la belle relation qu'on a, le respect et la communion, la communion fréquente qu'on a ensemble, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a une chose, c'est sûr que la loi sur les Indiens doit être abolie, mais elle doit être réécrite nation par nation en négociation, d'égal à égal, lorsqu'on se parle pour la réécrire. Et c'est sûrement pas en brûlant des livres là, qu'on va attirer la sympathie des peuples amérindiens. Monsieur Caisse? Moi, pour les Premières Nations, j'ai tout le temps trouvé... Quand j'étais jeune, on partait, ils nous emmenaient au Danak, voir les gens, voir leur mode de vie. Puis pour moi, les peuples autochtones, on parlait d'environnement plus tôt, mais pour moi, là, c'est eux autres qui nous inspirent. Quand je regarde dans les générations antérieures, les Autochtones, c'est un mode de vie.
Et aujourd'hui, on a tout scrappé notre planète, puis on dit, eux autres sont là, c'est eux autres qui sont inspirants. Puis la chose que je trouve dommage, quand j'étais plus jeune, je rencontre un Benaki, puis j'ai dit, tu dois être fier. Il a baissé la tête. Et ces personnes-là doivent retrouver la fierté. Parce qu'ils ont pris soin de la terre, puis c'est nous autres aujourd'hui, on est là, puis on magane cette terre-là. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là doivent retrouver leur fierté. C'est important parce que c'est en leur honneur la préservation de la terre qu'ils ont pu faire. Madame Gauvin. Personnellement, j'ai travaillé au Nunavik chez les Cris et avec les Atikamekw, mais je connais pas les Abénaquis. Je vais aller faire un tour à un moment donné. J'ai beaucoup de respect pour les Autochtones. La NPD a beaucoup de respect pour les Autochtones. On sait que la loi des Indiens, c'est vraiment pas l'idéal. C'est très paternaliste. On veut pas non plus leur imposer d'en sortir n'importe comment. Ça va vraiment être à eux de décider avec des traités qui sont mis au goût du jour. C'est sûr qu'aussi qu'au niveau de la préservation des territoires, là, nous, on veut pas juste faire des territoires avec des parcs au Nunavik où est-ce qu'il y avait déjà personne. On aimerait ça aussi protéger le territoire forestier, les cours d'eau, dans des endroits habités, comme par exemple dans la région, si vous avez des forêts ou en Mauricie, ou pas nécessairement toujours entre où est-ce qu'il n'y a pas de route et juste des forestières. Quoique même là, des fois, c'est dit protéger, mais pas tant. Le respect de la culture aussi. Monsieur Turcotte, vous voulez... Oui. Ben, en fait, là, nous, on promouvrait... Peut-être que c'est pas comme ça que ça se prononce, là, mais on promouvrait la culture autochtone au Canada, en fait. Les Autochtones ont une culture vaste qu'on connaît à peine. Donc, nous, l'histoire, on parle seulement des colons blancs là, qui sont venus piller, là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment là, d'offrir une place là, de choix là, pour les Autochtones là, dans la culture canadienne. Là. Il y a des excellents exemples, comme par exemple à Wendake là, ou à Esprit ou les communautés. Okay. Merci à vous cinq et merci de votre collaboration tout au long de ce débat. On termine maintenant avec la déclaration de conclusion de chacun des candidats. Comme tout au long du débat, c'est un tirage au sort qui détermine l'ordre de la prise de parole. Et on débute avec Mme Gauvin, qui sera la première à parler. Merci de m'avoir invité au débat aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu vous parler d'environnement et de la plateforme du NPD. Je vous invite à venir vous engager si ça vous parle, puis le programme vous intéresse. Votez pour nous. On est vraiment différents. C'est pas blanc, bonnet blanc, libéraux, conservateurs. On sait que ça avance pas. Puis on est aussi pour la proportionnelle. On veut que les gens se sentent représentés par leur gouvernement. Donc, nous, on s'est engagés à ça. On veut la crise du logement, la crise climatique, les inégalités économiques, l'équité entre les classes, le droit d'accès à la propriété pour les plus jeunes, les dettes d'études, c'est toutes des choses que le NPD est prêt à changer. Puis venez nous aider à vous aider. Merci, osez. Merci, Mme Gauvin. Monsieur Caisse, à votre tour. Donc, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 20 septembre? Merci de l'invitation. Et puis, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que le Parti conservateur va toujours respecter les champs de compétences des provinces. On a été prolongé dans cette pandémie et puis on finit pas par s'en sortir. Et puis là, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver et quel gouvernement qui est en meilleure position pour sortir de là. Dans le 20 septembre, vous allez devoir faire un choix de voter pour le Bloc. C'est bon. Ou de voter pour voter Justin. Ça va revenir à quoi? C'est la même chose. Voter pour le Bloc, c'est voter pour Justin. Et si on vote pour Justin, qu'est-ce qui va arriver? Bon, ça va être un pas vers un troisième référendum. Merci, M. Caisse. C'est maintenant M. Turcotte. Que dites-vous donc aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous ou encore pour votre parti le 20 septembre prochain? Donc, vous avez 1 minute. Merci pour l'opportunité d'avoir pu faire connaître à nouveau le programme du Parti vert. Effectivement, là, si pour vous aussi là, la justice, l'égalité là, vous tient à cœur, non seulement la justice sociale avec des mesures là, progressistes, mais également la justice climatique. Là c'est encore le temps là, pour les Canadiens d'effectuer des changements, là, de donner un coup de barre. Là. On n'a plus le choix. Là, c'est plus des petites mesures là, comme proposent les conservateurs ou des mesures qui fonctionnent pas comme les libéraux. On va dire quelque chose, mais on le fera pas. Là. C'est maintenant le temps. Là. Et là, c'est
il y a un vote pour le Parti vert cette année, c'est aussi un vote pour changer le mode de scrutin. C'est sûr que les autres partis en parleront pas parce que les libéraux, les conservateurs, les bloquistes, c'est un système qui les sert très bien, le first past the post. Mais là, c'est le temps là, qu'on choque de système, là, qu'on rebrasse les cartes puis que le Parti vert et le NPD aussi là, aient plus de place sur l'échiquier. Merci, M. Turcotte. Madame Rochefort, à votre tour, donc, dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et pour votre parti le 20 septembre prochain. Je pense que vous avez compris que mon surnom de tornade rouge n'est pas usurpé. Fougue, passion font partie de mon vocabulaire, de ma vie. Mais si vous voulez avoir une députée qui est pragmatique, qui est tournée vers l'avenir, qui est aussi incapable de voir un projet sans dire, OK, dans la vraie vie, vers où on s'en va, ou un projet de loi, pour dire, dans la vraie vie, c'est quoi l'impact sur les humains avec qui on va avoir à travailler. Vous allez me dire, ouais, mais la politique, c'est déconnecté de la vraie vie. Ah ben non, la politique doit être connectée sur la vraie vie. On l'a eu le bonheur de le vivre pendant 37 ans avec Louis Plamondon. Maintenant, je pense que on est temps de profiter de toute sa sagesse pour continuer d'avancer autrement dans un nouveau rôle. Comme j'ai déjà dit, je lui ai demandé de mettre mon mentor pour après le 21. Et j'ai surtout demandé et répété depuis 2 ans d'écrire ses mémoires. C'est la mémoire politique du Québec, Louis. Donc, je vais finir par l'avoir à l'usure. Je suis une fille qui est quand même assez tenace. On termine, merci Mme Rochefort. On termine d'ailleurs avec M. Plamondon. Merci encore une fois à VIA 95 et au Courrier-Sud d'avoir organisé ce débat. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, depuis plusieurs années, je vous représente à Ottawa. J'ai fait mon travail avec passion, détermination, disponibilité et compétence. Je suis prêt à continuer à vous servir avec autant d'intensité si vous m'accordez encore une fois votre confiance. La possibilité d'un gouvernement minoritaire permettra au Bloc de défendre encore mieux les intérêts du Québec et de porter à Ottawa les consensus de l'Assemblée nationale. Chaque fois que le Québec a fait confiance aux conservateurs, aux libéraux, au NPD, le Québec a été déçu. Et le Québec a perdu. Avec le Bloc, le Québec sera toujours gagnant. Bonne fin de campagne et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut ce débat entre les principaux candidats dans Bécancour-Nicolet-Sorel pour les élections fédérales du 20 septembre. Dans un premier temps, je souhaite remercier les candidats qui ont participé à l'exercice aujourd'hui. Un merci tout particulier à Marie-Ève Veillette du Courrier-Sud pour sa participation. Merci Marie-Ève. Et remerciements aussi à la journaliste Stéphanie Paradis de Ici Média qui a collaboré à la sélection des thèmes du débat. Merci à notre équipe de production, Philippe Martel-Ausson, Justin Savard à la mise en onde et au directeur général Louis-Martin McArdle. Nous suivrons à notre antenne donc tous les développements de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin dans juste une semaine. Nous vous invitons à vous prévaloir de votre droit de vote lundi prochain. Ici Jocelyn Ouellette, merci de votre attention et à la prochaine. En direct de Bécancour, c'était Élections fédérales 2021, le débat. Une production de VIA 95 en collaboration avec le Courrier-Sud. Suivez la fin de la campagne électorale sur nos ondes et sur notre site web au www.via.fm.